Hello la gang! Cette semaine, au Jason Ambition podcast, je reçois une fille que j'ai connue à la télé quand j'étais toute petite et j'ai nommé Maude Carmel. En effet, elle a incarné les rôles de Clémentine dans Tactique, mais aussi celui d'Anaïs dans Les Parents, qui étaient deux émissions que j'écoutais vraiment assidûment étant plus jeune. Donc, c'était assez spécial de discuter avec une femme que j'avais toujours vue à l'écran à travers ma télé. En faisant mes recherches sur Maude, j'ai été agréablement surprise de découvrir qu'elle est devenue chroniqueuse, rédactrice et animatrice et qu'elle s'intéresse à certains grands thèmes qui possèdent une place prenante au cœur de la société actuelle. Des thèmes auxquels elle dédie surtout sa plateforme comme l'environnement, le féminisme et tout ça. Ensemble, on discute de son parcours au petit écran, on aborde ses objectifs de carrière à court et long terme, on jase de féminisme, d'environnement, deux sujets qu'elle connaît bien, et vers la fin, elle me tire au tarot, donc restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Sinon, comme à l'habitude, je vous invite à vous abonner au podcast sur les différentes plateformes de balado-diffusion telles qu'Apple Podcast ou Spotify. Laissez aussi un rating de 5 sur 5, c'est vraiment ce qui fait la différence pour moi, c'est ma paye, la gang. C'est ce qui fait que je peux voir que vous aimez le podcast. Puis, laissez-moi savoir aussi si vous vous abonnez à la chaîne YouTube du podcast. Il est aussi disponible en version vidéo là-dessus. Donc, n'oubliez pas de faire ça. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Sinon, je vous laisse sur ma discussion avec l'inspirante Maude Carmel. Bon podcast! Allô, Maude! Bonjour, Comment ça va? ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien. J'avais hâte de discuter avec toi parce que selon mes recherches et le peu que j'en connais de toi, en fait, t'es une fille super cultivée, tu t'intéresses à plusieurs enjeux, donc je suis sûre que ça va être une discussion vraiment intéressante. On va essayer. Pour commencer, j'aimerais que tu te présentes un peu pour les gens qui te connaissent un peu moins, expliquer ta personne, ce que tu fais dans la vie. Je m'appelle Maude Carmel, je suis pigiste dans les médias, donc je vais faire de la création de contenu sur les réseaux sociaux comme Instagram et YouTube, souvent de manière engagée, donc en lien avec la lutte au changement climatique principalement. Puis je suis pigiste aussi comme rédactrice et chroniqueuse et journaliste dans les médias, donc de façon écrite, un peu à la radio, quand j'ai la chance, un peu à la télé. On me connaît aussi comme comédienne, donc j'essaie de toucher vraiment à tout le mais d'être le plus pertinente possible dans toutes les participations médiatiques qui s'offrent à moi. Tu as l'air d'une fille pas mal multidisciplinaire. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Je pense que oui, mais c'est toujours centré dans le même milieu. Je ne suis pas le genre à être à la fois une scientifique, une musicienne, une artiste visuelle. C'est tout le temps en lien avec la communication, le jeu, la création. C'est multidisciplinaire parce que j'aime autant écrire que parler. Je m'exprime autant bien à l'oral qu'à l'écrit, donc j'essaie de capitaliser là-dessus. Mais sinon, oui, j'ai toujours été multidisciplinaire dans mes intérêts, mais c'est toujours des intérêts super connexes. Oui, ils sont tous interreliés entre eux, puis ça rejoint tous tes intérêts ensemble. Écoute, Exact. moi, je te connais depuis Tactique, Les Parents. Je t'ai vu dans Tactique, je pense, en premier. Après, c'était Les Parents. Oui, Donc, dans oui. ton rôle de Clémentine et par la suite dans ton rôle d'Anaïs dans Les Parents. J'étais toute petite quand j'écoutais ça, mais c'est fou de voir qu'on se parle aujourd'hui. Mais j'ai vu aussi récemment que tu fais de la radio, tout ça, tu écris des articles. Par rapport à tous les domaines artistiques qui s'offrent à toi, lequel t'intéresse le plus? Je pense que c'est la radio. C'est un média de proximité qui, moi, me réconforte au quotidien. J'adore écouter Radio-Canada quand je marche, quand je cuisine. Ça m'accompagne vraiment dans beaucoup de tâches du quotidien depuis que je suis toute jeune. Mes parents ont toujours mis la radio beaucoup. Donc, je pense que mon plus grand rêve, c'est vraiment d'animer une émission de radio à Radio-Canada. Donc, je pense que c'est le média qui m'intéresse le plus, mais c'est sûr que c'est un média c'est un petit milieu qui est fermé, donc c'est difficile de le percer là, autrement que d'animer des émissions à des radios communautaires comme à CISM ou CIBL, comme j'ai fait par le passé. Mm-hmm. Puis parmi toutes tes expériences de radio, laquelle t'as préférée? Euh, ben, Quand j'avais 21 ans, j'ai fait 2 participations à la soirée T'es encore jeune à Radio-Canada. Je faisais
c'est comme un concours qui s'appelait Ta carrière est encore jeune. Puis il fallait comme soumettre des chroniques. Puis j'avais imaginé 2 chroniques vraiment éclatées. Ma première, j'avais comme gagné avec celle-là. C'était genre comment serait le monde si tout le monde était hipster. Puis ça rejoignait vraiment, vraiment, tu sais, toutes les sphères de mon cerveau. Je suis quelqu'un de super créatif qui aime imaginer au-delà de ce qu'on voit de façon matérielle. Donc ça, c'était tellement euphorisant comme expérience. Je me rappelle quand je suis montée comme sur la scène du bar pour cette émission-là, La soirée est encore jeune, à 21 ans, puis que comme les animateurs trouvaient ma chronique super bonne, puis que j'avais gagné cette round-là. Le sentiment qui m'a habité, là, vraiment, c'est vraiment le meilleur sentiment. Mais sinon, c'est niveau télé, là, c'était pas à la radio, mais quand j'étais à Radio-Canada comme chroniqueuse entrée principale, c'est vraiment la job qui me rejoignait le plus, qui me nourrissait le plus, puis que j'ai le plus préféré dans toute ma vie, là, vraiment. De faire des chroniques sur plein de choses. C'est autant mon côté académique où j'aime faire des recherches était super stimulé parce que c'est pas mal moi qui faisais mes recherches, autant mon côté créatif l'était parce que j'essayais de faire des liens qu'on n'avait jamais fait avant, puis de ajouter une petite touche d'humour à mes chroniques, puis ça, vraiment, je trouvais ça vraiment, vraiment chouette. Là. Puis de le livrer en live, là, il y a quelque chose de très euphorisant. Mm-hmm. Puis tu parles aussi de ton côté un peu plus académique. Tu es une fille qui aime beaucoup l'école, j'imagine. En ce moment, est-ce que tu étudies un certain programme? Non, mais j'ai terminé mon bac en communication et psychologie il y a 3 ans. À l'UQAM, j'ai fait une majeure en communication, une mineure en psychologie. Mais l'année passée, je me demandais si je voulais faire une maîtrise parce que j'aime beaucoup l'école. Fait que je suis retournée comme étudiante libre il y a 1 an à l'UQAM pour prendre des cours de religiologie, donc comprendre les symboles dans l'histoire, puis un cours de littérature, voir si une maîtrise en littérature ou en sciences des religions, féminisme m'intéressait. Mais finalement, je me suis rendu compte que j'avais vu tout ce que j'avais à voir là, à l'école. Donc, j'étais contente d'avoir ces cours-là, mais je ne ferai pas de maîtrise. OK, puis t'as pas l'intention de te lancer dans un autre programme à l'avenir ou c'est pas mal terminé? Non, non, non. Je veux dire, j'ai fini mon bac à 23, presque 24, puis c'était parfait pour moi. Puis là, maintenant, je vais avoir 27 dans 2 mois, puis je me vois vraiment pas retourner à l'école. Là. C'était comme une lubie là, de vouloir faire ça parce que j'ai plein de choses que je veux apprendre, mais j'ai aussi plein de projets que je veux développer. Puis, si j'étais payée pour aller à l'école, je continuerais, mais vu que ça coûte de l'argent et qu'on peut pas travailler pendant ce temps-là, ce serait vraiment pas une bonne idée. Là. Puis est-ce que tu as l'impression que l'école te permettait de pousser tes connaissances davantage, mais te limitait à l'extérieur pour tes projets? Ah, c'est une super bonne question, ça. Oui, vraiment, ben, surtout, ben, en fait, quand j'étais en psychologie, j'étais vraiment fascinée par tout, là, puis j'étais encore jeune, j'avais 19 ans. Tu sais, je m'assoyais en classe, là, puis je dévorais chaque cours, c'était comme une conférence. Puis j'étais trop jeune pour penser à développer des projets, fait que pour moi, c'était comme parfait. Mais quand j'étais en communication, le plus rendue à 21, 22, 23, là, je sentais que j'avais plein de projets, je commençais à écrire pour Urbania, puis j'avais l'impression que je pouvais, là, j'avais plein de possibilités, puis vu que j'étais jeune, je pouvais en profiter parce que le fait d'être jeune, c'est un atout parce que ce qui te rend unique auprès d'un média, c'est d'être jeune. Tu sais, une fois que tu es rendu à 25 ans, tu es au même stade que le monde qui a 30 ans. Tu sais. Mais vu que j'avais plein de travaux pour l'école, j'avais pas le temps. Fait que c'est pour ça que j'ai pris des sessions vraiment allégées. Là. Tu sais, j'ai fini mon bac en 4 ans et demi parce que je voulais avoir le temps de développer des projets puis d'allumer la radio à CISM, CIBL, puis d'écrire pour Urbania. Là. Je voulais pas que l'école soit comme que ma vie soit juste l'école. Je trouvais ça niaiseux dans le domaine où je voulais me diriger. Je trouvais que c'était vraiment pertinent de commencer dès maintenant à faire ma place un petit peu partout. Parce que, tu sais, c'est pas comme la médecine, là, quand tu étudies en communication, tu peux vraiment le faire en 5 ans, puis ça change rien. Là. Donc, moi, je conseillerais là, à tout le monde de faire ça comme ça. Puis est-ce que tu as l'impression que ça a des avantages sur un certain point, le fait de d'étaler ses études sur un peu plus d'années ou au contraire, toi, ça t'a permis d'acquérir beaucoup plus d'expérience? Non, moi, je trouve que c'est un avantage. C'est ça, ça m'a permis d'acquérir de l'expérience parce que, tu sais, à chaque année, je découvrais des nouvelles choses à l'école qui ouvraient mon esprit et qui me donnaient envie d'aller explorer d'autres médias. Puis, ben, pendant ce temps-là, je continuais l'école, mais je continuais des projets aussi. Donc, ça fait en sorte que quand je suis sortie de l'université, je n'étais pas en compétition avec tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quelqu'un qui fait un bac en communication marketing en 3 ans, quand il va terminer, puis il va avoir fait ses 2, 3 stages, il va
avoir un curriculum vitae qui va ressembler à tout le monde de sa cohorte. Donc, ça va y prendre 7 mois, 8 mois trouver un emploi. C'est arrivé à tout plein de mes amis. Par contre, dans mon cas, c'était vraiment pas ça parce que j'avais tellement d'autres expériences. Et quand je suis sortie 2 ans plus tard que mes amis, ben, j'avais 5 entrevues par semaine parce que mes expériences étaient vraiment diversifiées. Puis, pour certaines personnes, c'était super avantageux pour mon jeune âge d'avoir pu toucher à autant de choses. Donc, moi, je trouve que c'est un avantage. Là, puis, en plus, engager quelqu'un de 23, 24 versus 21, je trouve que c'est plus rassurant quand tu as 23, 24 ans. Là. Fait que, ouais, je le recommande. Ouais, je comprends. Puis ces expériences-là, est-ce que c'est toi qui allais voir les productions, leur dire: «Ah, j'aimerais ça animer telle chose» ou c'est vraiment eux qui viennent vers toi? Par exemple, Urbania, tu parlais que tu as écrit souvent pour Urbania. Est-ce que c'est toi qui leur as écrit: «OK, je serais intéressée à faire des articles»? C'est quoi le processus pour ça? Ben, Urbania, je leur ai écrit. J'avais mon amie Rosalie Bonenfant qui écrivait Mmh. déjà pour eux. Puis j'avais demandé, hey, Rosalie, as-tu un email direct là, que je peux utiliser pour écrire pour Urbania? Puis elle savait que j'écrivais déjà bien. Là, fait qu'elle ne donnait pas le email de la chef de contenu à quelqu'un qui allait lui envoyer n'importe quoi. Fait que je lui ai écrit, j'ai soumis 2 exemples de textes que j'avais déjà écrits. Puis tout de suite, ils m'ont demandé d'écrire à chaque 2 semaines. Ce que j'ai fait pendant un bout, mais à un moment donné, Urbania, c'est bien pour te faire connaître, mais le cachet n'est pas assez élevé pour pouvoir se reposer là-dessus, là, puis vivre de ça. Mais c'était ça. Puis pour animer à CISM, CIBL, ben, CISM, c'est un gars qui m'avait approché pour faire des chroniques à un moment donné, des chroniques féministes. Puis après ça, il y avait une fille dans cette émission-là qui faisait des chroniques culturelles qui m'a demandé pour l'année d'après d'animer une émission avec elle. Puis après ça, pour CIBL, c'est une fille qui quittait son poste de chroniqueuse culturelle qui m'a demandé si je voulais passer une entrevue pour la remplacer. Donc, c'est des questions, des concours de circonstances, souvent, de rencontrer des gens dans des événements, puis qui fassent comme Hey, c'est donc bien intéressant ce que tu fais, ça tente-tu de faire un essai à mon émission? Puis ben là, tu rencontres des gens, puis là, tu es comme impliqué dans le milieu. Là. Donc, c'est un petit peu les deux. Est-ce que tu as trouvé ça difficile justement de te démarquer parce que si ça se base beaucoup sur les différents contacts qu'on a dans le domaine, j'imagine que si tu n'avais pas eu cette expérience-là, tu n'aurais pas pu accéder à des postes vraiment dans le domaine ou quoi que ce soit? Mais tu sais, c'est pas des postes, selon moi, difficiles à acquérir dans le sens où tu sais, c'est des contrats qui sont pas si payants, qui sont parfaits pour quelqu'un qui est encore à l'école ou qui sort de l'école, mais c'est pas quelque chose à long terme. Tu sais, par exemple, entrée principale, ça, c'était vraiment une chance parce que c'était payé, parce que c'était quand même Mhm. plus prestigieux si on veut, mais sinon, je dirais pas que c'était difficile. Tu sais, Urbania, je leur ai écrit, puis ça fonctionnait du premier coup. Tu sais, CISM, on est venu me chercher, si on veut, là, dans un événement, voir si je voulais participer. Mais après ça, c'est sûr que les contacts aident. Entrée principale, c'était grâce à un contact qui m'a fait passer une entrevue par téléphone, puis ensuite une audition. Mais si j'avais pas eu ce contact-là, j'aurais pas eu le poste, mais ça reste que j'ai quand même passé un processus de sélection. Là. Donc, ce que je trouve difficile, moi, c'est en ce moment, je suis rendue plus vieille, je compétitionne avec plein de gens qui sont rendus accomplis, qui sont entre 25, 30, 35 ans. Puis c'est d'obtenir un poste d'animatrice à long terme. Ça, c'est difficile parce que c'est très, très convoité, le plus que d'écrire ici et là pour Urbania parce que, je veux dire, animer une émission à la télé, c'est plus payant. Puis c'est sûr que ça aide plus à long terme à sa carrière. Là. Donc, je trouve ça plus difficile maintenant que quand j'étais à l'école où j'avais pas vraiment d'objectif. Là, je faisais juste tenter le terrain. Ouais, ça offre une meilleure visibilité aussi, j'imagine, pour d'autres contrats futurs. Oui, c'est ça. Puis de commencer de voir c'est quoi aussi tes forces. Est-ce que tu préfères la radio, l'écriture, en quoi tu es meilleur? Tu te réécoutes, là, tu réécoutes les émissions de radio, puis tu te dis, OK, ben, je suis bonne dans tel volet de la radio, mais je dois m'améliorer parce que je parle trop vite, je dois améliorer ma séquence d'idées parce que ça se mélange un petit peu tout le temps ensemble. Donc, c'est important de le faire dès le début. Mais j'ai aussi fait l'école d'animation, télé, radio, journalisme, Promédia, qui est une école privée où les gens y vont pour devenir animateurs. C'est 5 mois, 5 heures semaine ou 10 heures semaine. C'est super pertinent, mais tu as des gens qui viennent de tous les milieux, donc c'est difficile de comme vraiment avancer vu qu'il faut que tu t'ajustes au niveau de tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui est au même Ouais. niveau. Mais c'est une école qui est chouette là, pour
ceux qui veulent vraiment se concentrer sur l'animation puis le journalisme télé, radio. Mhm. Puis est-ce que tu as l'impression que tes expériences de scène, de cinéma, de tournage, tout ça, t'ont aidé à te dégainer aussi? Comment tu étais à l'adolescence? Est-ce que tu te serais vue être la personne que tu es en ce moment? Euh, oui, ben, bon, est-ce que j'étais gênée au début? Oui, je pense que j'étais une adolescente qui, pas qui était gênée, mais qui était très nerveuse, qui faisait beaucoup de scénarios. C'est sûr que ben, j'ai toujours été à l'aise à la caméra. Mes principaux jeux quand j'étais jeune, là, de l'âge de 5 à 15 ans, c'était de faire des téléjournaux, de faire des chroniques, des fausses chroniques. J'ai toujours eu ma caméra avec moi pour faire du montage avec. J'avais une de mes amies qui s'appelait Maude ici au chalet. On faisait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. Mais fait c'est sûr que quand je suis arrivée sur Tactique, je veux dire, c'était en moi, là, je voulais faire de la télé, mais j'imagine que plus les années ont avancé, plus je me suis habituée à la présence de la caméra, puis plus je me suis améliorée devant la caméra, mais je pense que ça a toujours été en moi, cette affaire-là. Mais c'est sûr que commencer de la télé super jeune, ça aide au niveau du track, de l'expérience, de connaître ta lumière, connaître tes forces, ton angle. C'est sûr là, que tu grandis avec ça. Est-ce que tu es très autocritique dans le sens que si tu vois une de tes performances à la télé ou quoi que ce soit, tu vas vraiment comme être plus critique envers toi-même que ce que les autres qui voient ton apparition, par exemple, dans Tactique ou quoi que ce soit, nous, on ne verrait pas nécessairement certains détails que tu vas remarquer. Est-ce que tu es très critique envers toi-même? Ben, j'imagine que oui. Je pense que tout le monde l'est parce qu'on remarque des détails que les autres ne remarquent pas parce qu'on sait déjà ce qu'on a dit. Fait que quand on re-regarde quelque chose, on regarde le contenant plus que le contenu. Le contenu, on n'a pas besoin de l'écouter, on le connaît déjà par cœur. Donc, c'est sûr que oui, mais en même temps, ça m'est arrivé plein de fois d'écouter des chroniques que j'avais fait en entrée principale, les réécouter puis de faire comme waouh, c'était vraiment bon. Pour vrai, bravo. Puis de recevoir des messages comme quoi c'était pas si pertinent que ça, puis j'étais comme crime. Le monde n'aime pas ça autant que moi, mais ça, c'est normal. Quand tu fais quelque chose de public, il y a toujours avoir du monde qui Ça vont dépend chialer. toujours des intérêts, oui. Exactement. Puis bon, c'est sûr que quand je jouais à la télé, des fois, j'écoutais des scènes, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis tellement pourrie, mais c'est juste parce que j'ai vu un mini détail ou une fin de phrase que je trouvais pas tout à fait naturelle, puis j'ai stické là-dessus. Mais je suis sûre que la plupart des gens l'avaient pas remarqué. Mais ça, je pense que c'est tout le monde là, qui est dans le même bateau. Là. Mm-hmm. Puis si on pouvait faire un rewind de tout ce que tu as fait dans le domaine artistique, quel serait le métier de tes rêves? Est-ce que ce serait être animatrice de télé pour une émission de féminisme? Est-ce que ce serait une émission de divertissement? Qu'est-ce que tu aimerais explorer? Mon métier de rêve, c'est d'animer une émission de radio à Radio-Canada. Ce serait probablement une émission de variété un peu funky où est-ce qu'on explore des réalités alternatives, où j'interviewe des historiens sur ce qui aurait pu se passer si tel événement était pas arrivé, de questionner les différents mythes de notre culture. Ce serait une émission à la fois littéraire, déjantée, en tout cas, ce serait vraiment quelque chose que j'aimerais, mais c'est sûr que j'aimerais beaucoup aussi animer une émission télé en pleine forêt où est-ce qu'on questionne les milieux humides, où est-ce qu'on questionne la biodiversité du Québec. Là, ça serait vraiment une job de rêve aussi. C'est sûr que d'être comédienne à temps plein, j'aimerais ça beaucoup, mais c'est super contingenté. Puis tu peux pas te créer des rôles tant que ça. Tu peux pas attendre après le téléphone. Il y a tellement peu de rôles qui peuvent te correspondre, surtout quand tu es une fille mi-vingtaine ou est-ce que tu es dans un entre-deux niveau casting. Mais c'est sûr que j'aimerais beaucoup ça, là, retourner comme comédienne, mais c'est sûr que les opportunités ne sont pas super présentes. Il y a une question que je pose à quelques invités du monde des communications et de la télé, autant que de la musique aussi. Est-ce que l'instabilité du métier te fait peur? Oui, ben, c'est sûr que oui. Ben, ça m'a toujours fait peur. Là, dès que j'ai même commencé dans Tactique, là, je me rappelle quand j'ai su que j'avais le rôle de Clémentine dans Tactique, la première chose qui m'est passée par l'esprit, j'avais 15 ans, c'était je pourrais plus jamais être malheureuse de ma vie, sachant que j'ai eu ce contrat-là. C'est pas grave si j'en ai pas d'autres, mais j'ai accompli mon plus grand rêve à 15 ans, de jouer un personnage dans une émission.
puis je peux plus jamais être malheureuse après ça. Bon, c'était vraiment cute comme pensée, mais c'est sûr qu'une fois que tu es devant la caméra, tu as envie que ça continue, puis tu as envie que ça se poursuive, puis tu essaies de profiter des fenêtres où tu es présente à la télé pour démarrer des nouveaux projets avant qu'on t'oublie. Mais c'est fou la pression que ça met sur les épaules de tout le temps être présente, de tout le temps développer des projets pour jamais que ça s'essouffle. Puis c'est sûr que c'est c'est dans mon stress au quotidien, mais en même temps, j'ai tellement développé de différents atouts, autant à l'écriture qu'à la création de contenu, que YouTube, que je suis quand même confiante sur le fait que je vais réussir à gagner ma vie toute ma vie. Au pire, j'ai un bac, puis je peux toujours travailler, je veux dire, adjointe de communication dans une entreprise. C'est toujours possible pour moi, c'est en backup. C'était pour ça que je voulais un bac à la base. Mais tu sais, je peux aussi, un moment donné, si ça ne marche pas niveau télé, me lancer à 100% comme journaliste parce que j'ai les atouts, parce que j'ai le background, parce que j'ai l'expérience. Donc, le fait de toucher à tout, c'est aussi parce que j'ai peur de manquer de job. Puis je me fais un petit plan d'avenir là, juste pour être sûre de toujours avoir plein d'options. Mhm. Puis si tu te lançais, par exemple, complètement en tant qu'adjointe de communication ou en tant que journaliste, qu'est-ce que tu garderais de tes plateformes? Est-ce que tu oublierais complètement ta chaîne YouTube ou tu te concentrerais vraiment sur une seule chose à la fois ou tu garderais tes projets? Ah, c'est une bonne question. Ben, si j'étais journaliste à temps plein, je pense pas que je pourrais de façon, comment je pourrais dire ça, de façon éthique, garder mes opinions sur les réseaux sociaux parce que quand tu es Ouais. journaliste et non pas chroniqueur, il faut que tu sois neutre. Donc, il faudrait que je délite un peu tout. Puis c'est pour ça que oui, je suis un peu considérée comme journaliste, mais pas à 100% parce que je veux me garder cette option-là d'opinion, tu sais, puis qu'on ne m'associe pas à quelque chose de comme super sérieux. Donc, si j'étais journaliste, probablement que je slackerais de ce niveau-là. Si je travaillais dans une firme de communication, peut-être que je continuerais ici et là, mais je pense que j'arrêterais pour me concentrer sur autre chose, parce que ça me gosserait trop d'avoir une job de 9 à 5 puis en plus de devoir faire du contenu. Mhm. Et pour moi, c'est l'un ou l'autre. Ceux qui font les deux en même temps, je les admire beaucoup, mais moi, je pourrais pas avoir une job de 9 à 5 puis faire de la création de contenu le week-end puis les soirs. Genre, je serais brûlée, puis ça ferait juste m'énerver, genre, de pas pouvoir faire ce que j'aime dans la vie, puis de devoir avoir une job pour payer les factures la semaine, puis Ouais. de faire autre chose de quand même épuisant le week-end. T'sais. Mhm. Au moins, tu sembles bien connaître tes limites. Dans ta vie, est-ce que tu les as déjà dépassées, tes limites, puis tu t'es rendu compte que ça devenait malsain? Oui, ben, plusieurs fois. Et même à 16 ans, j'ai fait un gros burn-out. Là. C'était l'enfer parce que j'étais ben, je prenais des cours de chant chaque semaine. J'étais dans la troupe de théâtre de l'école. J'avais le personnage, un des deux personnages principaux. Donc, ça, déjà, ces deux affaires-là, je devais pratiquer après l'école, 3-4 fois semaine. Bon, j'allais à l'école à temps plein. Je tournais sur Tactique et les parents 3 fois semaine à peu près. Puis pendant que je manquais de l'école, il fallait que je le rattrape. Donc, puis j'avais un chum qui demandait quand même du temps le week-end. Oh my God! Puis tu sais, je suis quand même assez performative. Là, j'aime ça avoir des bonnes notes, j'aime ça être bonne dans tout. Donc, c'est sûr que je me donnais à 100% dans tout. Là, puis j'ai pété aux frettes. Puis je pouvais rien laisser de côté. Là, je pouvais pas arrêter la troupe de théâtre, tout ça, ou l'école. Mais j'ai compris à ce moment-là que je devais pas trop m'en mettre sur les épaules. Puis à l'université, ça m'est arrivé aussi je travaillais comme serveuse, je jouais dans les parents, j'étais à l'université, je prenais des cours de plein de choses ici et là pour comme continuer à être un petit peu active au niveau de ma diction, du chant, tout ça. Puis j'ai juste laissé tomber ça parce que je voyais que c'était pas viable, que je suis juste pas productive, puis je suis pas heureuse quand je fais ça. Là, il me faut avoir même en ce moment, quand je travaille, là, il faut qu'à 6 heures, j'ai terminé. Puis je peux pas travailler plus que 45 heures semaine. Puis quand je dis travailler, ça inclut faire de la création de contenu pour les réseaux sociaux. J'inclus ça dans mon 45 heures semaine. Après ça, il faut que je fasse autre chose, que je lise, que je me promène, que j'écoute des séries. Mhm. Fait que dans le fond, tu as réussi à mettre en place certaines habitudes pour assurer ton bien-être, comme par exemple te limiter à un certain nombre d'heures de travail, mais est-ce que c'est difficile pour toi? Est-ce que tu es workaholic? Non, c'est pas si difficile pour vrai. Je me fais vraiment une liste par semaine, puis quand je sais que je vais l'accomplir, si je vois là, que je vais y arriver, je suis vraiment satisfaite de juste fermer mon ordinateur
à 5h30, puis de faire autre chose, d'aller faire à souper, de manger avec mon chum, puis tout ça. T'sais. Le fait que mon chum travaille de 9 à 5, ça m'aide à faire mon horaire. T'sais. Mon horaire est un peu adapté à lui depuis 3 ans, depuis qu'on sort ensemble. Avant, peut-être que j'avais de la misère à arrêter parce que j'étais comme, pourquoi j'arrêterais? Mais quand j'ai commencé à sortir avec lui, il faisait juste rentrer chez nous à 5h30, puis j'étais comme, bon, ben, c'est la fin de ma journée. Puis pour vrai, je me sens vraiment bien là-dedans, je sens que c'est sain, puis j'ai envie d'avoir ce même mode de vie-là jusqu'à mes 65 ans. Ouais, ça doit être beaucoup plus stable. Là, on parle de ton copain, mais ta famille, au départ de ta carrière, quand tu as obtenu le rôle de Clémentine dans Tactique, comment ils ont réagi? Est-ce qu'ils avaient peur pour toi de te lancer dans une carrière qui allait être dans un milieu qui n'est pas nécessairement garanti? Ouais, ben, tu sais, depuis l'âge de 5 ans, à chaque fête, anniversaire, à chaque Noël, je demandais à mes parents d'être dans une agence de casting. Puis, ils voulaient pas parce qu'ils se demandaient si c'était pas comme une lubie, genre d'un enfant qui veut être à la télé, ou ils voulaient pas non plus que ce soit comme, tu sais, j'ai toujours été un individu, une enfant super émotive, fait qu'ils voulaient pas comme que je vive avec des déceptions constamment, parce que c'est ça, là, aussi, le métier, c'est des déceptions. Donc, ils voulaient pas. Puis là, finalement, à mes 14-15 ans, ils ont accepté. Là, je suis rentrée dans une agence, mais ma mère était, tu sais, dès le moment où elle a vu que j'avais le potentiel, parce que j'avais été acceptée dans toutes les agences où j'avais auditionné, là, elle s'est full concentrée sur ma carrière. Tu sais, elle était déjà travailleuse à temps plein à son compte comme comptable, donc elle était super flexible pour m'accompagner aux auditions, m'accompagner au tournage. Donc, quand j'ai eu ma première vraie audition, qui était Tactique, en fait, ma première vraie audition, là, qui n'était pas une audition de pub ou une audition de photo, c'était Tactique. Quand elle a su que je l'ai eu, puis elle ne pouvait pas le croire parce que c'est ma première audition pour vrai, tu sais. Elle a attendu comme une semaine avant de me le dire parce qu'elle avait tellement peur que genre, ce soit annulé, puis que j'ai une déception qu'elle voulait comme que les contrats soient signés pour me le dire. Puis à partir de ce moment-là, elle était full dévouée. Ça a toujours été un peu comme ma deuxième agente jusqu'à l'âge de comme 21. C'est elle qui prenait les téléphones. Elle était super impliquée, puis je pense que mes parents ont toujours été très fiers. Ils ont toujours voulu que j'aille à l'université. Ça a toujours été catégorique, même si je faisais de la télé. Et, ils m'ont jamais empêché de rien faire. Je suis vraiment chanceuse parce que si tu veux être un enfant acteur ou un adolescent acteur, il faut que tes parents soient impliqués ou que tu habites à Montréal puis que tu prennes des taxis tout le temps parce que qui va aller te reconduire à 5 heures du matin à 15 ans? Je veux dire, il faut que tes parents soient là-dedans. Ben, pas là-dedans, mes parents n'ont jamais été dans le milieu, mais il faut qu'ils soient impliqués et qu'ils soient d'accord avec ton choix, sinon ce ne sera pas possible. Donc, ouais. Tu sais, mes parents ne sont pas dans le milieu, mais je pense qu'ils ont toujours compris que j'allais faire un métier artistique puis ils m'ont toujours encouragée là-dedans. Là. Ils n'ont jamais essayé de me forcer à être bonne en maths là, puis à faire un bac super précis en comptabilité. Ils ont été fiers de toi, peu importe le chemin que tu prenais. Oui, vraiment, puis ils le sont encore, puis ma mère est encore super impliquée dans ma carrière. Tu sais, c'est ma comptable, c'est elle qui gère mes finances, c'est elle qui sait. Elle sait plus mon salaire annuel que moi. Là. Elle est vraiment impliquée. Puis c'est le fun aussi quand les parents ils sont vraiment impliqués là-dedans puis qu'ils t'encouragent. C'est fou à quel point ça offre un bon support puis que ça t'encourage à continuer là-dedans aussi. Là. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je suis vraiment chanceuse. Je suis vraiment tombée sur des super parents qui m'ont toujours soutenue autant émotionnellement que financièrement si j'avais des problèmes, tout ça. Donc, je suis, tu sais, même avec tout l'argent que j'ai fait avec la télé, parce que c'était super payant, tu sais, vu que eux, leur job, c'est en comptabilité, en finance, c'est la façon que ça a été investi, ça a été super pratique. Puis là, je viens de m'acheter une maison là, grâce à cet argent-là. Donc, je suis vraiment reconnaissante. Ah oui, en plus, le marché ces temps-ci, ça doit être affreux, là. Ouais, puis tu sais, grâce au gros cash down que j'ai, là, j'ai pu justement, tu sais, m'acheter une maison en Montérégie, justement, à Chambly. Donc, je suis vraiment contente parce que ça s'enlignait pas pour ça, là, mais c'est vraiment, tu sais, si c'était pas de mes parents, j'aurais jamais réussi à garder cet argent-là puis à la faire fructifier autant. Puis tu disais que c'était quand même assez payant la télé. C'était quoi le processus, dans le fond, votre routine sur Tactique ou sur les parents? C'était comment l'expérience de tournage? Ben, je veux dire, pour une émission comme ça, tu as toujours une pratique avant. Donc, il va une demi-journée, puis là, tu pratiques les scènes dans tes habits de tous les jours. Donc, c'était cute parce que sur Tactique, on était plein
de gens d'écoles différentes, d'adolescents d'écoles différentes. Ouais. Donc, quand on avait sur le plateau à la pratique, on avait tous nos petits uniformes d'école. Puis, on revenait de l'école ou on s'en allait à l'école en après-midi. Fait que, ça, c'était le fun. Puis, ben, tu sais, il n'y a pas vraiment de routine. Tu as un horaire. Des fois, tu es là de 6 heures le matin à 1 heure l'après-midi. Des fois, tu es là de 6 heures le matin à 6 heures le soir. Des fois, tu as des longues pauses de 7-8 heures parce que pendant ce temps-là, sur Tactique, on avait un tuteur qui était là pour tous les ados. Fait que pendant ce temps-là, on faisait nos devoirs. Cet homme-là, Joël, qui était génial, il nous aidait. Puis, c'était vraiment chouette. C'est comme aller à l'école, tu croises tes amis, puis tu te fais maquiller le matin. C'est pas comme à l'école, mais tu arrives là quasiment en pyjama, tu es endormi, il t'arrange, tu vas t'habiller, tu manges un petit déjeuner, tu revises ton texte, tu parles aux gens. Puis, c'était vraiment chouette. Là, c'est facile de développer des liens dans un environnement comme ça. C'est intéressant que tu aies abordé le fait que vous êtes suivi par un tuteur parce que justement, j'en ai discuté avec Laurence Deschaines, qui est aussi comédienne. Elle a joué dans La vie compliquée de Léa Olivier récemment. Puis elle disait qu'elle, sur ses tournages, elle n'avait pas de tuteur. Mais étant donné que toi, tu en as eu, c'est comment qu'il suit ta progression scolaire? En fait, est-ce qu'il communique avec ton enseignant à l'école? Non, ben, ça doit dépendre, mais tu sais, il y a des enfants acteurs qui ont des tuteurs privés, tu sais, parce qu'il manque trop d'écoles, genre constamment. Mais pour Tactique, tu sais, il était sur place, puis il nous aidait vraiment dans nos devoirs. C'est quelqu'un qui connaissait toutes les matières du secondaire, tu sais, de 1 à 5, pour tout le monde, puis qui répondait aux questions, mais il n'a jamais communiqué avec l'école de personne. Peut-être qu'il y avait des arrangements avec ceux qui étaient plus principaux, là, comme Jean-Carl ou Pierre-Luc ou Frédéric Dufort, qui étaient là comme plus 4 fois semaine que moi, qui c'était plus comme 3-4 fois par mois. Mais il était juste bon pour comprendre n'importe quelle matière. Ah, Joël, c'est quoi l'affaire en géographie? Tu peux-tu m'aider ou je comprends pas ça? Puis il s'assoyait avec nous, puis il nous accordait une petite demi-heure. Puis là, après, il était comme, ah, je reviens à toi dans une demi-heure. Il y avait comme une petite salle pour ça. Puis c'était aussi comme un accompagnant psychologique aussi. C'était une super belle oreille, Joël. C'est vraiment un chouette monsieur. Puis est-ce que tu as gardé certaines amitiés que tu avais créées sur ces plateaux de tournage-là? Oui, bien sûr. Ben, quand j'étais sur Tactique, j'étais quand même proche de Laetitia Isambert. Oui, qui jouait Laurent. Laurent, là, on est encore en contact, mais on se voit pas super souvent. C'est sûr qu'en temps de COVID aussi. Oui, c'est sûr, puis on est super occupés. Chanel aussi, en fait, Chanel, celle qui joue à Belle, qui est Tania, Laetitia, on s'est vraiment beaucoup tenus ensemble un bout, on allait en camping ensemble, on faisait des activités ensemble. Chanel, comme dans les dernières années, je me suis vraiment rapprochée d'elle, mais là, elle a déménagé, je pense, au Saguenay, pas au Saguenay, en tout cas, dans le bas du fleuve, parce qu'elle est journaliste maintenant à Radio-Canada. Mais sinon, ceux avec qui vraiment dans les dernières années, j'ai passé beaucoup de temps, c'est plus les gars, c'était vraiment, en fait, c'est Jean-Carl Boucher. Là, on se voit vraiment moins, on s'est beaucoup perdu de vue dans les 2 dernières années, là, mais entre 2013 et 2018, là, on se voyait chaque semaine, puis on était super proches. Alex Bacon aussi, ça a été mon voisin là, au Myland pendant plusieurs années. On a déjeuné ensemble 4 fois semaine pendant 4 ans. Jean-Carl, Alex et moi, là, on était super proches pendant un moment, mais ça, c'était comme quelques années après que mon personnage de Clémentine a disparu. On a comme reconnecté. Puis une de mes meilleures amies au quotidien, c'est Marianne Verville. Mais nous, on ne s'est pas croisés sur Tactique. Quand je suis partie, elle est arrivée. Oui, c'est vrai. On était dans la... Tu sais, quand je me tenais un peu avec Jean-Carl, elle était là, on est partis comme à Cuba ensemble, on s'est comme tout l'approcher, puis tu sais, Marianne et moi, on se ressemble vraiment beaucoup sur plein de points, puis on a habité ensemble, tu sais, c'est vraiment une fille à qui je parle super souvent, là, puis ça fait partie de mes amis les plus proches là, dans ma vie. Marianne Verville qui interprétait d'ailleurs Aurélie Laflamme, mais c'est beau à voir que vous ayez conservé ces amitiés-là, puis que vous ayez les mêmes intérêts aussi à ce jour. Tu parlais qu'il y en a une qui était sur Tactique, qui était devenue journaliste aussi, donc veux pas, à travers ça, toute la gang qui avait déjà ces intérêts-là envers le monde de la scène, de l'acting et tout ça, vous êtes tous rendus dans le métier quand même, donc c'est beau à voir. Ouais. Là.
Ouais, Chanel et moi, on a quand même des aspirations similaires. Là, elle est plus comme journaliste, là, mais même quand elle était dans Tactique, elle parlait justement que l'animation, le journalisme, c'était quelque chose qui l'intéressait comme vraiment beaucoup. Là. Mhm. Ouais, c'est sûr. Puis toi, dans ton cas, tu abordes aussi des sujets comme l'environnement, le féminisme, aussi la spiritualité un peu. J'aimerais qu'on commence par aborder le féminisme ensemble. Quelle est ta définition du féminisme? Ben, la définition que tout le monde a, donc l'égalité, c'est sûr, homme-femme, mais je pense que pour moi, le féminisme, c'est aussi des réflexions sur la place de la femme sur Terre ou des personnes non-binaires, en fait, la place du genre sur Terre, puis de juste repenser la façon dont on... C'est quoi le rôle des genres, c'est quoi le rôle de la femme, puis de jamais s'arrêter à bon, ben là, l'égalité des salaires est faite, on s'arrête là. T'sais, la réflexion va au-delà de ça, elle va dans les petits détails, elle va dans le port du poil, elle va dans les vêtements, elle va dans le double standard. T'sais, je pense que c'est une conversation qui va tout le temps devoir être alimentée. C'est ça qui est intéressant dans le féminisme, c'est que ça s'essouffle jamais comme conversation. Mhm. C'est vraiment un enjeu qui évolue au fil du temps, là. Oui. Puis, est-ce que toi, au fil du temps, quand tu as grandi, est-ce que tu as grandi auprès de femmes qui étaient, à tes yeux, très inspirantes? Qui t'a le plus marqué en tant que modèle féminin? Ah, bonne question. Ben, tu sais, je dirais ma mère, évidemment, comme beaucoup de gens. Tu sais, c'est Mhm. une femme qui a traversé énormément d'épreuves avec beaucoup de force. Sinon, tu sais, j'ai jamais été quelqu'un qui a eu des modèles ou des idoles. Tu sais, j'ai jamais été une fan là, de rien ou de personne. Tu Mhm. sais. Depuis quelques années, mes modèles de femmes au Québec, tu sais, desquels j'envie la carrière et j'aimerais avoir la carrière, c'est comme Manal Drissi, Catherine Etier, c'est Judith Lucier, c'est Chantal Lamarre, Christiane Charette. Tu sais, c'est des femmes qui euh, mettent en fait, qui font leur place dans l'univers médiatique québécois avec autant une forte opinion que l'humour, que de la créativité, puis qui réussissent à se faufiler d'une manière vraiment originale. Ça m'inspire beaucoup. C'est des femmes vraiment uniques, puis qui ont vraiment quelque chose à apporter au niveau de leur réflexion. Puis c'est jamais lourd. Mhm. En fait, même quand c'est lourd, c'est juste tellement bien vulgarisé puis tellement bien apporté. Là. C'est des femmes que j'admire beaucoup. Ouais, c'est juste beau, dans le fond. Oui, tout ce qu'elle dit tout ce que ces femmes-là disent, Manal Drissi, Judith Lucier, oui, bon, c'est beau, mais c'est pertinent, c'est drôle, c'est différent, ça nous fait évoluer. Puis ils ont tout leur style à elles, puis c'est vraiment une carrière à laquelle j'aspire. Hein. Mhm. Je comprends. C'est vraiment des belles aspirations aussi. C'est des très beaux modèles, en effet. Puis, par rapport au féminisme, à partir de quel âge environ tu as commencé à vraiment plus t'intéresser envers cet enjeu-là? Est-ce que tu as toujours été vraiment éveillée face à cet enjeu-là, ce dilemme, ben pas un dilemme de société, mais ce sujet-là qui est quand même assez chaud de nos jours, là? Je pense pas que j'ai toujours été éveillée, pas plus que quelqu'un d'autre. Euh, Quand j'étudiais en psychologie à l'université, là, vers 19-20 ans, j'ai commencé à me poser ces questions-là parce que avant de rentrer à l'université, je lisais beaucoup de livres à la bibliothèque de Psychopop qui divisaient vraiment les genres en deux. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Mhm. Vénus. Ce genre de livres-là. Puis je trouvais ça super intéressant de regarder l'évolution du genre à travers les millénaires, puis de questionner la place justement de notre biologie Mhm. dans vraiment nos rôles genrés, le fait que je puisse tomber enceinte une fois par 9 mois, puis qu'un homme puisse mettre enceinte 9 ans, est-ce que ça nous affecte psychologiquement? Mhm. Puis j'avais des croyances un peu weird à ce moment-là parce que c'était pas sur la place publique, quand j'avais 18 ans, là, le féminisme, puis tout ça, puis les genres. Donc, j'étais comme, ah, la femme, as-tu vraiment une biologie différente parce que c'est une femme? Tu sais, j'avais pas de pensée claire, mais c'était pas féministe du tout, là. C'était genre, c'était juste mélangé, puis je me posais des questions, puis à l'université, j'avais un cours de psychologie différentielle des sexes, puis c'est là où ça m'a vraiment ouvert la porte parce que la professeure, elle était vraiment comme, Inclusive, ouais. oui, elle était inclusive, puis elle était aussi comme, il n'y a rien qui est inné dans notre vouloir. Tu sais, les femmes ne veulent pas
une relation stable automatiquement, ne veulent pas. L'instinct maternel n'existe pas. Les femmes n'ont pas de préférence innée. Tout ça, c'est appris. Tout ça, c'est la société qui l'apprend. Puis là, avec le temps, là, ma mentalité s'est forgée. Puis je pense que c'est peut-être plus vers 22, 23 ans là, que j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là de double standard, puis de la façon dont les hommes interagissent avec les femmes. Tu sais, j'ai habité en colocation avec 3 gars pendant 3-4 ans. Puis je voyais la dynamique, puis je veux dire, j'ai subi du sexisme, mais je n'ai pas voulu. Donc, ça me frustrait au quotidien là, de voir que je subissais du sexisme, que j'étais vraiment en proie à la culture du viol facilement en habitant avec autant de gars, puis slut-shaming facilement. Donc, c'est là où je me suis comme éveillée là-dessus, puis que j'ai commencé à en parler, puis à vraiment donner mon opinion publiquement. Puis est-ce que tu as l'impression que les réseaux sociaux ont une part à jouer là-dedans? Est-ce que tu penses que c'est positif puis que ça permet de beaucoup s'informer face à ça ou qu'au contraire, des fois, ça peut aggraver tout ce cercle-là qui regroupe tous les sujets connexes ensemble parce que c'est quand même assez large. Là. On parle de sexisme, on parle de féminisme, tout ça, c'est tous des sujets interconnectés. Est-ce que tu as l'impression que les réseaux sociaux ont un rôle à jouer là-dedans selon les influences que ça peut apporter sur les opinions des gens? Oui, c'est sûr que oui. Là. Ben, en fait, comme tout, c'est un couteau à double tranchant, les réseaux sociaux. Certainement, je trouve que ça a apporté tellement de choses. On n'aurait pas été aussi sensibilisé à plein de causes si ce n'était pas des réseaux sociaux. Ça permet à tout le monde d'avoir une voix. Il y a plein de causes, pour vrai, desquelles j'aurais pas du tout été sensibilisée si ce n'était pas des réseaux sociaux, mais c'est sûr qu'après ça, il faut que tu deals avec la désinformation, il faut que tu deals avec des commentaires haineux, il faut que tu deals avec plein de choses. Puis c'est que maintenant, c'est plus les médias traditionnels qui ont le monopole de l'information, c'est tout le monde qui l'a, donc ça fait en sorte qu'il y a des clivages, puis les algorithmes font en sorte qu'on on nous offre de l'information qui nous ressemble, donc on est certain que notre vision des choses est la bonne. Donc là, il y a de plus en plus de conflits entre la gauche, la droite, mais ça fait en sorte que on a un plus grand overpicture. Ça ouvre la discussion, oui. C'est un plus grand portrait aussi de c'est quoi les mentalités du monde. T'sais. Moi, dans ma tête, là, sur mon fil Facebook, là, c'est Québec solidaire là, qui est au pouvoir. Mais après ça, tu regardes ce qui se passe aux États-Unis, à quel point beaucoup de monde ont voté pour Trump, puis tu vois que c'est pas ça la réalité. Donc, ça donne encore plus envie de t'impliquer puis de sensibiliser les gens à certaines causes. Là. De voir que c'est pas tout le monde qui est sensibilisé. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as l'impression que le fait qu'on en parle autant ouvre des débats qui regroupent deux grands groupes, si je peux l'expliquer comme ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y a les femmes qui sont comme «let's go, on se laisse pousser les poils», tout ça, c'est un peu le stéréotype, mais toutes les femmes qui veulent en apprendre plus sur le féminisme puis qui veulent s'engager dans cette cause-là. Puis de l'autre côté, on a les autres qui regardent ça de loin puis qui sont comme «voyons, qu'est-ce qu'ils font?» Est-ce que tu as l'impression que ça crée des clans? Un peu, oui. Ben, tu sais, je suis abonnée à quand même beaucoup de groupes féministes sur Facebook. Puis, tu vois, celles ou celles qui sont super woke, si on veut, qui sont super engagées, vraiment progressistes, puis qui connaissent tous les termes, qui vont un peu mépriser celles qui sont novices, qui sont débutantes, qui ne comprennent pas encore qu'il faut parler de façon inclusive à tout le monde, que les pronoms doivent être inclusifs, qu'il ne faut pas assumer le genre de tout le monde. Puis je trouve ça dommage, tu sais, des fois, de voir qu'il y a certaines femmes qui n'osent pas s'exprimer parce qu'elles ont peur d'offusquer d'autres femmes ou d'autres individus qui s'identifient comme femmes parce qu'elles auraient, tu sais, émis une opinion sans le vouloir, parce qu'elles auraient juste donné quelque chose. En tout cas, je ne sais pas comment expliquer ça, mais tu sais, je le vois qu'il y a des femmes qui se font vraiment bâcher directement parce qu'elles ont utilisé le mauvais pronom une fois dans un texte. Mais en même temps, je comprends les deux parties. Je comprends quelqu'un que ça fait des années qu'elle s'informe là-dessus, puis qu'elle voit qu'il y a une autre femme qui ne fait même pas l'effort de regarder si elle utilise le bon pronom, qui ne fait même pas l'effort de mettre un trigger warning si elle parle de culture du viol. Donc, je pense qu'il faut que les femmes ou que les personnes qui s'identifient comme femmes soient entre elles très, très douces parce que souvent, un des freins au féminisme, c'est les femmes elles-mêmes. La compétition. Puis, c'est ça, la compétition, puis l'espèce d'aversion. Puis des fois, j'ai l'impression que les femmes sont plus dures envers les autres femmes
quand elles parlent de féminisme envers les hommes, elles vont être beaucoup plus compréhensives si un homme a un discours sexiste que si une femme a un discours. Donc, je pense qu'il faut toujours être nuancé dans son discours. Je pense pas que, oui, ça crée des clans, mais il faut à la fois être compréhensif envers ceux qui sont dans un niveau super avancé de féminisme, puis il faut être compréhensif envers ceux qui veulent arriver à ce niveau avancé-là, puis qui ont juste des bonnes intentions, mais qui n'utilisent juste pas encore ils n'ont pas encore les bons outils là, pour en parler. Mais c'est vraiment délicat comme sujet parce que c'est tellement facile d'offusquer les gens de nos jours, puis c'est pas ça qu'on veut. Là, puis mais... quelquefois, c'est juste la maladresse aussi qui Oui. mène à quelque chose qui pourrait être considéré comme irrespectueux, mais dans le fond, c'est juste soit de la mauvaise information ou de pas savoir comment le vulgariser, justement. Exactement, c'est ça. Puis là, ça sort tout croche. Puis là, t'as plein de monde qui sont comme t'aurais jamais dû utiliser ça, t'es vraiment un mauvais allié. T'sais, dès que quelqu'un va mentionner, par exemple, un policier de façon positive sur certains de ces groupes-là, là, tout le monde va le traiter de personnes qui s'allient à la police, puis que tous les policiers sont des salauds, tout ça. C'est difficile d'aborder certains sujets, même. En fait, c'est tellement difficile d'aborder certains sujets parce que le féminisme est tellement rendu large, on dirait qu'il veut rallier toutes les causes, que maintenant, pour vrai, c'est difficile d'avoir une conversation sur un groupe féministe sans qu'il y ait une altercation, même si tout le monde a des bonnes intentions dans le groupe, parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Puis pour atteindre un grand niveau de connaissance en matière de féminisme, par où on commence? Je pense qu'il faut lire des livres, pour vrai. Il faut lire des livres comme Le principe du cum-shot de Lily Boisvert. Il faut lire des livres sur l'intersectionnalité. Il faut en apprendre plus sur la condition des femmes autochtones, des femmes noires, des femmes de couleur, parce que c'est pas du tout la même chose que la condition d'une femme blanche. Là, on s'entend que j'ai des privilèges que des femmes autochtones et des femmes noires n'ont pas. Donc, il faut se sensibiliser à toutes les sphères du féminisme, puis aussi en apprendre plus sur les pronoms. Regarder des vidéos de personnes transsexuelles et non-binaires, puis comprendre leur réalité, puis pas les juger juste par un texte. Vraiment les voir exister, voir que c'est des personnes qui souffrent vraiment du fait que la société les considère comme hommes, alors que c'est pas comme ça qu'ils se sentent. C'est vraiment continuer à s'informer, lire des livres, regarder des vidéos, puis avoir de la compassion. Puis à un moment donné, ça vient tout seul, puis ça s'intègre à nos chaînes de pensée. Puis récemment, il y a aussi eu le retour un peu, si je peux le dire comme ça, parce qu'il y avait déjà eu une grande vague précédemment, mais le retour du hashtag #MeToo. Quelle est ta perception du mouvement? Qu'est-ce que tu penses que ça va apporter à la société? Ben, ça change un peu notre perception de la culture du viol. On arrête depuis ce mouvement-là, on arrête de penser qu'un viol, c'est une altercation agressive dans une ruelle par un inconnu. On voit que c'est juste le fait qu'on n'a pas été consentant à un acte sexuel. Puis je pense que c'est vraiment nécessaire pour changer la dynamique entre les genres. Je veux dire, en tout cas, toi, tu es plus jeune, donc tu as grandi avec une autre façon de penser. Mais moi, quand j'avais 17 ans, c'était normal là, que un gars t'amène dans un party, t'amène dans une ruelle alors que t'es à moitié saoul, puis je veux dire, qui désire ton pantalon puis qui fasse ce qu'il a à faire. T'sais, on se relevait pas de ça en se disant j'ai été violée, on se disait c'était vraiment pas cool. On était un peu traumatisés puis on continuait à avancer. Puis c'est complètement ridicule. On aurait dû être informés de ça. C'est le mouvement MeToo qui nous. En tout cas, moi, qui m'a fait réveiller, qui m'a fait rendre compte que le viol est beaucoup plus large, que le consentement est beaucoup plus large, puis qu'il faut se soutenir là-dedans, puis que les hommes doivent commencer, ou même les femmes, mais c'est quand même en majorité les hommes, doivent changer leur façon de percevoir la sexualité, là, puis que la dynamique homme-femme doit vraiment changer. Oui, la dynamique homme-homme, la dynamique femme-femme, mais c'est vraiment la dynamique homme-femme qui est problématique, puis qui réussit à évoluer grâce au hashtag MeToo, selon moi. Tout part de l'information, je pense, puis des grandes conversations sur ces enjeux-là, parce que veut pas, si on n'entretient pas ces conversations-là, si on n'ouvre pas la discussion en général sur le grand terme qui est le féminisme, ça peut tellement être mal interprété. Puis des fois, j'entends des stéréotypes comme par exemple, là, les femmes féministes là, sont toujours fâchées. Toi, c'est quoi les mythes qui te frustrent le plus et que tu voudrais expliquer un peu du grand mouvement du féminisme? Les mythes, ben, écoute, ben oui, c'est sûr que le mythe que les féministes sont frustrées, ça m'énerve. Le mythe comme quoi toutes les féministes veulent se raser, veulent se laisser le poil pousser, ça m'énerve aussi parce que tu as des féministes qui aiment beaucoup utiliser leurs attributs féminins puis continuer
à vivre selon l'image de la femme qu'elles ont appris, tu sais, continuer à se maquiller, s'arranger les cheveux, s'habiller en fille, puis avoir des idées super, super, super progressistes. Ça m'énerve là, de dire, ah, c'est pas une vraie féministe, tu sais, elle se met du petit parfum, puis je veux dire, elle se rase, puis elle se maquille, je veux dire, c'est complètement ridicule, tu sais. Ça m'énerve, tu sais, puis ça m'énerve aussi par rapport aux transsexuels quand on dit, ben là, si elle se considère comme femme, puis que maintenant les genres, c'est complètement mélangé, pourquoi elle a besoin de transformer son corps pour se sentir comme femme, alors que de nos jours, on peut se sentir comme femme alors qu'on a un corps d'homme. Il y a tellement de nuances, c'est tellement complexe que les gens qui ont une dent contre le féminisme sans s'en rendre compte, là, parce qu'il y en a beaucoup, là, des hommes surtout, là, qui sont comme « Ah, je suis féministe, là, mais c'est juste ça m'énerve, telle affaire. » Ils vont toujours trouver le moyen de dire oui, je comprends, mais je trouve ça ridicule que genre telle personne veuille se faire des seins alors qu'elle se sent déjà femme, même si elle a un pénis. C'est parce que c'est tellement nuancé, puis on est tellement complexe, les êtres humains, puis un transsexuel est complexe et sa transformation physique sera peut-être pas congruente avec sa transformation mentale. Puis ce transsexuel-là sera au courant. C'est juste que pour sa guérison, c'est nécessaire pour lui, puis on peut-tu lui attribuer, puis lui sacrer patience. Il y a tellement de petits détails comme ça là, qu'il y a des hommes ou que des femmes d'une autre génération là, accrochent dessus, là, puis se disent « Voyons, pas besoin d'être féministe, pas besoin d'enlever ta brassière pour être féministe. » Ben, si pour cette femme-là, ne plus porter de brassière, c'est un geste féministe, de quoi tu te mêles, Denise? C'est gossant de voir que tout le monde, ben, en tout cas que beaucoup d'hommes ou de femmes d'autres générations, d'hommes de d'autres générations, essaient de trouver les petites failles là, dans chaque réflexion pour un petit peu contredire l'idée de la personne, alors qu'un être humain complexe peut avoir des dichotomies là, dans sa pensée, puis c'est tout à fait normal, puis ça invalide pas du tout son cheminement. Là. Ça, c'est vraiment intéressant parce que je pense que les personnes moins ouvertes d'esprit, en général, ont moins tendance à laisser cette liberté-là, puis de laisser tomber les jugements. Ils s'intéressent pas à la cause, donc ils comprennent pas tout le processus, à la fois mental et physique, que ces personnes-là vivent. Là. Ouais, vraiment, vraiment, non, c'est vraiment ça. Ils se mettent pas dans leurs souliers, puis ils veulent juste être rassurés sur leurs propres croyances, donc ils vont juste trouver le petit problème, le petit bobo, puis ils vont focusser là-dessus pour invalider une position. Mhm. Puis à travers tout ça, selon toi, qu'est-ce qui pourrait remédier à ça? J'allais dire quelque chose d'épouvantable. J'allais dire, mais là, les vieilles personnes de 80 ans en plus vont mourir un jour, puis ils vont être remplacés par ta génération, les Z, les alpha. Mais non, mais pour vrai, je pense pas que ça va se régler de sitôt. Je veux dire, quand tu as 70 ans et tout, tu as été élevé dans un modèle catho traditionnel, c'est vraiment difficile de changer ton schéma de pensée. C'est super tough de changer tes valeurs. Moi, je suis super contente. Mes parents sont quand même âgés, ils m'ont eu quand même vieux. Ben, je pense que c'est la même chose pour toi. Mais moi, vu que je suis 10 ans plus vieille, mon père, il va avoir 67 ans. Donc, il est considéré comme baby boomer. Ma mère, elle va avoir 65. Mais ils sont super ouverts d'esprit. Puis ils sont vraiment pas du tout considérés comme des boomers classiques. Ouais. Mais c'est sûr que la plupart de ces gens-là, là, fin soixantaine, la seule façon qu'ils ont d'évoluer, selon moi, c'est d'avoir des enfants évolués puis qui aient envie de les écouter. C'est la seule manière. Parce que sinon, comment tu vas être empathique à une cause s'il n'y a personne que tu aimes profondément de ton entourage qui la soutient? Je pense que je fais avancer les réflexions de ma mère chaque jour, mais elle était déjà ouverte, je pense, à la base. Mhm. Mais c'est sûr qu'il y a sûrement plein de gens qui ont dû couper les ponts avec leurs parents parce qu'ils ont pas du tout les mêmes valeurs ou ils ont des parents homophobes. Puis, ben, si ton enfant est homophobe puis tu le renies à cause de ça, je pense pas que tu vas changer. Ouais. Puis est-ce que tu penses que, étant donné que ces personnes-là d'un certain âge consultent davantage les médias traditionnels, est-ce que selon toi, on n'ose pas assez parler de ces enjeux-là via la télé, via certains médias qui touchent des personnes un peu plus âgées? Ben, on commence à le faire, mais c'est lent. Mais en effet, on n'ose pas. Mais je trouve que Radio-Canada commence vraiment bien à le faire. Il y a vraiment Ouais. des chouettes reportages qui se font. Tu sais, RAD, qui est comme l'espèce de plateforme numérique plus, c'est ça, progressiste, dirigée vers les jeunes, je trouve qu'elle le fait super bien. Mais c'est sûr que TVA Nouvelles, tout ça, ils savent que leur public cible, c'est des baby boomers, fait qu'ils feront pas exprès. Ou s'ils font exprès, c'est pour susciter la controverse.
Puis ça va pas être bienveillant, la façon que ça va être abordé, mais je pense qu'on a des belles discussions dernièrement. Il y a eu l'espèce de problème avec Elisabeth Rioux là, en novembre, comme quoi il y a des femmes qui ont slut shaming. Je pense que ça a éveillé beaucoup de conscience comme quoi les médias traditionnels, non seulement méprisaient les médias sociaux, puis l'utilisation que les jeunes en faisaient, mais aussi étaient complètement arriérés face à leur façon de percevoir la femme et surtout la femme active sur les réseaux sociaux. Là. Donc, je pense que ça fait évoluer les consciences, puis j'espère que ça va s'améliorer. C'est juste triste qu'on ait eu besoin de ce petit conflit-là pour réveiller ce petit sens-là, puis tu sais, ça devrait pas être nécessaire d'avoir ce type de situation-là, surtout pas à la télé. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est tellement exposé à tout le monde, puis ça sépare beaucoup les gens, j'ai l'impression, puis à travers tout ça, on veut juste comme la liberté, on veut juste pas de jugement, puis tout ça, mais au moins, ça a eu un impact, là, à leur niveau. Mais il faut que, en fait, tu dis, c'est dommage que ce soit nécessaire d'avoir des prises de conscience à la suite d'événements malheureux, mais c'est la même chose pour toutes les causes. Puis ça, depuis que le monde est monde, je veux dire, Black Lives Matter, c'est parti d'un événement tragique, l'assassinat de George Floyd. Le MeToo, c'est parti de la dénonciation de Harvey Weinstein. Tout ça doit partir de quelque chose parce que sinon, ça n'avancera pas. Malheureusement, il va y avoir des martyrs dans le processus. Ça a toujours été comme ça. On évolue tellement rapidement. On n'a pas le temps de s'adapter à la pensée de génération en génération. Je veux dire, ceux qui naissent en ce moment là, vont avoir une pensée tellement comme différente dans 40 ans de ceux qui vont mourir dans quelques années. C'est fou, là. Alors qu'au Moyen-Âge, ça a été pendant des siècles la même pensée. Et maintenant, chaque décennie, on évolue. Donc, c'est sûr qu'on est comme dans une ère où est-ce que comme plein de pensées, de réalités se mélangent. Puis les médias démontrent bien là, ce clivage-là. Oui, donc malgré le fait qu'on ait l'impression que ce soit lent, c'est beaucoup plus rapide qu'au cours des dernières décennies, dernières époques. Là. Vraiment, vraiment. Je veux dire, c'est trop lent pour nous, mais ça reste que depuis 30 ans, là, c'est fou ce qui a évolué. Ouais. Là. Alors que 30 ans, au Moyen-Âge, en Antiquité, là, je veux dire, ça restait pareil. Là. Non, je comprends. C'est extraordinaire. Juste par exemple, Québec solidaire, là, dans les dernières élections, c'est fou à quel point ça a remonté. Puis... Oui, d'après moi, là, dans 10 ans, là, ce serait pas étonnant qu'il soit au pouvoir. Là. Ouais. Puis on n'aurait jamais cru ça il y a 5 ans. Là. Québec solidaire, d'ailleurs, aborde beaucoup le sujet de l'environnement, qui est un sujet qui te touche à cœur aussi. Quelles sont les habitudes que tu as mises en place pour adopter un mode de vie un peu plus éco-friendly? Je dirais, c'est sûr, je regarde mes déchets, j'essaie de le plus possible d'acheter en vrac. Je m'informe sur la façon de recycler le mieux possible. Je composte, tout ça. Je ne possède pas de véhicule, j'en emprunte. Puis, je planifie mon avenir en fonction de ça aussi. Là, j'ai acheté une maison dans un emplacement où je peux faire tous mes déplacements en transport en commun, aller à l'épicerie à pied, aller à Montréal en bus. Moi, je pense que être écolo au quotidien, c'est vraiment planifier à long terme son avenir de façon écolo. Puis, je veux dire, mon alimentation est en majorité végétale. Je mange le plus possible local. C'est vraiment intégré. C'est pas des efforts que je fais, c'est juste comme un mode de vie que j'ai qui est comme ça depuis plusieurs années. Puis, ça me va. Moi, je suis pas malheureuse là-dedans, puis je pense que tout le monde serait capable de faire ça aussi. Là. Est-ce qu'au départ, ça a été difficile? Là? Tu dis qu'aujourd'hui, c'est moins. Ben, c'est pas du tout des efforts selon ta perception, mais est-ce qu'au début, c'était difficile? Non, j'ai toujours été super attirée et intéressée par la bouffe végane. Donc, ça, c'est depuis que j'ai 18 ans là, que c'est intégré à mon alimentation. Les déchets, je pense, en ce moment, là, j'habite depuis que je suis en appartement. Là, ça va être ma 7e année en appartement. Là, je vais déménager cet été dans ma maison en banlieue. Là, mais sinon, j'avais fait 7 ans en appartement. J'ai toujours habité dans des quartiers où j'avais des épiceries en vrac à quelques minutes de marche de chez moi. J'avais le marché Jean Talon est à côté de mon appart actuel. Donc, c'est super facile pour moi de faire ces efforts-là parce que c'est à proximité. Puis c'est ça que la ville nous offre. Mais là, avec la pandémie, il y a beaucoup d'exodes vers les banlieues.
ce qui fait en sorte qu'il va falloir peut-être repenser les villes en fonction de ça. Mais moi, je voulais pas déménager en banlieue n'importe où. Je voulais continuer à avoir accès à pied à des services le fun qui me... Je veux pas avoir à prendre mon auto pour aller faire du plein air, mais je veux pas non plus à prendre mon auto pour aller acheter des fruits et légumes. Je trouve ça ridicule. Mais bon, voilà. Puis d'où est née ton envie d'opter pour un mode de vie en banlieue plutôt qu'en ville? Une de mes grandes passions, c'est le jardinage. Puis en ce moment, dans mon appart près du marché Jean Talon, je cultive des choses, mais c'est dans le stationnement derrière le bloc, puis ça donne sur la ruelle. Le monde piétine tout ça, les autos écrasent quasiment mes choses. Les enfants de la ruelle pognent mes tomates. Il n'y a pas beaucoup de soleil. C'est vraiment mon rêve d'avoir. Je veux beaucoup d'enfants dans la vie. Je veux des enfants de façon quand même imminente dans les prochains mois, années. Donc, c'est sûr que pour moi, d'avoir une maison avec 2, 3, 4 chambres à coucher à Montréal avec une cour, c'était pas possible. Donc, la banlieue est rapidement devenue la seule option. À la base, Gabriel et moi, mon copain, on voulait être à Longueuil, pas loin du métro. Ça aurait été possible si on avait déménagé il y a 2 ans, 1 an et demi, mais là, avec le marché immobilier actuel, c'est plus possible. Mais j'adore la nature. En ce moment, je suis au chalet de mes parents. Là, je passe beaucoup de temps ici depuis la pandémie, mais je pense que j'ai plus envie d'habiter dans un espace où je dois partager un jardin. Je sais que c'est pas super écologique d'avoir une maison en banlieue, mais au moins, je sais que je ne serai pas dépendante de la voiture, puis pour moi, c'est super important. Mais la première raison, c'est le jardin, puis un petit peu d'espace là, pour élever une famille. Mm-hmm. Au moins, tu as fait des choix conscients en lien avec ce mode de vie-là. Sinon, quelle est Ouais. ta vision globale de l'environnement en ce moment? Est-ce que tu as l'impression qu'on fait des changements ou en raison de la pandémie, ça a tout annulé? On fait des changements. On sait qui. Est-ce que c'est les gens individuellement? Est-ce que c'est La le gouvernement, société. la société? On fait des changements. Je pense que la pandémie est une autre affaire qui est un couteau à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pris le temps de s'installer puis de se dire, bon, quelles sont les habitudes que j'ai à changer, qui ont le temps de cuisiner. Cuisiner, c'est un super beau geste à faire pour la planète, parce que moins de déchets, tu as moins de gaspillage alimentaire, tout ça, tu peux commencer à t'intéresser aux produits locaux. Beaucoup de gens font ça, beaucoup de gens magasinent en vrac, prennent le temps de coudre leurs propres mouchoirs réutilisables et tout ça. Par contre, on s'éloigne des villes, donc on va devenir dépendant de la voiture quand le travail plus à domicile va recommencer. Donc ça, je trouve ça un peu inquiétant, mais en fait, je pense que il y a des personnes qui n'ont pas les priorités à bonne place, qui se disent, bon, je viens de me faire construire une nouvelle maison à Sainte-Julie, super loin, mais au moins, je recycle et j'achète en vrac, puis j'ai des ustensiles en bois. T'sais. Mais pour moi, c'est pas ça qui est important. T'sais. Pour moi, la priorité, c'est de ne pas être dépendante de l'auto, de ne plus manger de viande, de manger local, puis après ça, de faire pression sur le gouvernement pour la protection de la faune, de la flore, des sols, des milieux humides. Mais ça, c'est comme un autre niveau, puis on dirait que c'est pas tout le monde qui est rendu à cette réflexion-là. La plupart des gens se confortent en se disant, ben moi, je recycle, je composte, puis j'ai une petite cuisine avec des éléments en bambou, donc je suis zéro déchet. Ça, je trouve ça un peu désolant, mais bon, chacun son rythme. Toi, tu parles que tu as adopté une alimentation complètement végétalienne, je crois? Non, c'est pas complètement végétalien. En fait, c'est à majorité végétale, donc OK. toujours m'axer sur ce qui est végétal, mais je fais des exceptions. Je vais manger du fromage des fois, mais j'achète du fromage végétalien aussi pour faire moitié-moitié dans des recettes. Je mange pas de viande, mais des fois, je vais acheter un saumon biologique au marché Jean Talon de façon festive. Donc, c'est une alimentation qui est variée, mais qui est quand même dirigée vers le végétalisme le plus possible. Mais je me laisse quand même des portes ouvertes là, pour être un peu flexible une fois de temps en temps. OK. Puis dans le fond, là, un mode alimentaire, un mode de vie. Pourquoi j'allais dire un mode de vie? Une alimentation un peu plus végétarienne. Qu'est-ce qui t'a poussé à adopter ce type d'alimentation-là? Ben, en fait, à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à m'intéresser à ça parce que
j'avais envie de changer d'alimentation. On dirait que j'avais envie de découvrir des nouveaux aliments. Puis j'avais comme pas envie de mettre du gras animal dans mon corps. C'était comme une obsession, là. Fait que je me suis full intéressée à la cuisine végétalienne. Puis après ça, bon, cette obsession-là s'est calmée. J'ai recommencé à manger de la viande dans mes années d'université. Puis quand j'ai commencé à être plus sensibilisée à l'environnement, tu sais, j'ai comme remis sur la table ces habitudes-là. J'ai recommencé à cuisiner végétalien. Donc, ça s'est fait comme en 2 temps, là, dès l'âge de 18 ans, puis après ça, peut-être dès 23 ans, là, où est-ce que j'ai réintégré ça. Mais ça a toujours été présent et j'ai toujours acheté du lait végétal. J'ai toujours été intéressée envers le fromage végétalien. J'ai toujours cuisiné le tofu. Ma mère, elle a été végétarienne avant que je naisse, là, un bout, là, quand elle habitait en campagne, là, quand elle avait 20 ans. Donc, ça a toujours été inclus dans notre alimentation à la maison quand j'étais enfant, là, le tofu puis les légumineuses. Donc, c'était pas un effort pour moi de cuisiner ça. J'ai toujours mangé du végétarien à la maison, là, une fois de temps en temps. C'est vraiment intéressant de t'entendre parce que justement, j'ai plusieurs personnes, malheureusement, moi, je suis pas rendue là dans le processus, mais il y a plusieurs personnes autour de moi qui regardent pour adopter ce type d'alimentation-là, puis c'est fascinant de voir la procédure jusqu'à adopter vraiment un mode alimentaire comme ça. Voyons, je rush avec mes mots. Mais bref, ça, c'est tous des domaines que tu aimes explorer à travers ta chaîne YouTube, le féminisme, l'environnement, mais un domaine que tu aimes aussi explorer, c'est la spiritualité. Oui, oui. Puis dans le fond, je trouve ça super intéressant parce que pourtant, l'environnement est plus relié à la science, si je ne me trompe pas. Souvent, c'est des faits scientifiques. On va se baser sur les recherches des scientifiques pour prouver des points, aller poser des arguments au gouvernement. Mais la spiritualité, c'est souvent l'opposé complètement. Qu'est-ce qui t'attire de ce domaine-là? Ben, tu sais, c'est drôle parce que tu dis, tu sais, l'environnement, c'est associé à la science, 100%. Mais tu sais, j'ai jamais été bonne en science. C'est pas le côté scientifique qui m'intéresse, moi, dans les changements climatiques. C'est vrai. C'est le côté nature. C'est les forêts, les arbres. C'est la magie que la nature nous offre, le cycle des saisons, puis à quel point les changements climatiques affectent le cycle des saisons. Puis pour moi, tout ça est interrelié parce que ma spiritualité, à moi, elle est basée sur la nature, elle est basée sur le cycle des saisons. Moi, il n'y a rien que je trouve plus magique que de voir qu'une semaine, il y a de la neige, puis la semaine après, il n'y en a plus, puis que là, les bourgeons ouvrent, puis que là, oups, une autre petite bordée de neige, les bourgeons se referment, attendent. La lumière change, la lumière diminue, la lumière revient. Ça, je trouve que c'est une super belle façon de célébrer. T'sais, de nos jours, les fêtes traditionnelles, c'est relié beaucoup à la surconsommation. Puis, bon, ça a beaucoup évolué là, dans les derniers millénaires, là, pourquoi Noël et le 25 décembre, tout ça, Pâques. Mais moi, ce que j'aime célébrer, c'est les équinoxes, les solstices. En ce moment, le printemps s'en vient, puis on le sent dans la façon dont le soleil atterrit sur notre peau. Puis je trouve ça tellement beau. Puis je sais pas, ça me donne envie de méditer à cette... de remercier la nature quand je médite, de me baser sur les cycles de la nature pour créer des nouvelles recettes. Parce que, par exemple, l'hiver, ben, on n'a plus accès à autant de fruits. Donc, pourquoi est-ce que je voudrais faire une recette à base de mangue puis d'avocat? Ça n'a pas rapport. Ça n'existerait pas au Québec. En fait, ça n'existerait pas au Québec ni l'été ni l'hiver, là, mais je veux dire, d'adapter mon mode de vie aux saisons, à la nature, pour moi, c'est une façon d'être spirituelle. C'est une façon de s'ancrer dans le moment présent. Puis moi, ça m'apaise beaucoup au quotidien de faire ça, de timer mes règles avec la lune, tu sais. Puis là-dedans peuvent être inculqués, par exemple, des déesses ou des dieux grecs. Tu sais, je m'intéresse beaucoup à la mythologie. Donc, je pense que la spiritualité des milléniaux est très, très flexible et très adaptable, contrairement à la religion imposée que nos parents ou nos grands-parents ont connue. Puis je trouve ça super beau. Tu sais, je ne sais pas à quel point je crois à l'astrologie, mais ça fait de mal à personne, ça discrimine personne, c'est inclusif. Puis c'est un beau sujet de conversation. On peut partir de l'astrologie, puis développer des beaux sujets de conversation sur nos signes astrologiques, de faire, eh ben moi je suis taureau, c'est super intéressant parce que j'aime les éléments de la Terre. Puis là, on a des belles discussions de société à partir de cette affirmation-là. T'sais. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup explorer au quotidien. Puis, ouais, je pense que tout le monde gagnerait vraiment à intégrer un peu de spiritualité celtique, naturelle, de sabbat là, dans son quotidien. Je trouve ça super apaisant. Ouais, puis tu dois être quand même quelqu'un
qui est très proche de ses énergies. Est-ce que tu as déjà eu certaines expériences que tu essayais de libérer des énergies positives puis que ça t'est revenu par la suite? Ben, c'est dur à dire parce que, tu sais, je suis quelqu'un de comme très, très peureuse. Tu sais, j'ai comme super peur, genre des esprits, des fantômes. Fait que, tu sais, même si je ressens des affaires, des fois, je suis comme, ah, je veux dire, il y a un fantôme en ce moment, c'est sûr. Je le laisse pas s'ouvrir parce que ça me fait super peur. Donc, on dirait que pour moi, c'est le même canal, le canal des énergies, puis le canal de comme savoir où sont, tu sais, les esprits, les fantômes. Donc, je l'ouvre jamais à 100%. Je suis encore en train de travailler là-dessus. Donc, tu sais, c'est sûr que j'ai des carnets d'intention, puis j'essaie de voir si comme ça me retombe dessus, mais c'est tellement aléatoire que j'ai l'impression que c'est pas encore aiguisé chez moi. Là. Tu sais, je suis pas le genre de personne que je vais être genre, ah, tu sais, je sens que l'énergie ce mois-ci est vraiment propice à signer des contrats, donc c'est ça que je vais faire, puis ça a vraiment bien fonctionné. Tu sais, je pense qu'il faut vraiment suivre son cœur au quotidien, puis tu sais, je suis quelqu'un qui est super proche de ses émotions, je sais quand est-ce que je peux je sais quand je suis dans une énergie plus créative, quand je suis dans une énergie plus, je fais des choses comme administratives, puis je suis ce cycle-là, puis en étant pigiste, je peux me le permettre. Mais, tu sais, au-delà de ça, je ne suis pas encore totalement aiguisée à ce niveau-là, là, mais un jour, ça va s'en venir. Il faut juste que j'arrête d'avoir peur là, d'ouvrir ce canal-là. Ouais, le paranormal, moi aussi, je suis pas la première à vouloir l'ouvrir, ce canal-là. Ça a toujours Non. été dans ma tête comme non, 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 on va pas là, là. Non, non, il faut vraiment être ouvert d'esprit puis comme pas peureux, là, parce que ça peut vraiment être épeurant, là. Par contre, il y a une activité que tu aimes faire sur ta chaîne YouTube. Je sais pas si tu l'as fait récemment, mais j'ai vu certains cercles de femmes que tu réalisais, notamment avec Claudia Bouvette, Vanessa Duchel, et tu tirais au tarot. Est-ce Oui. que c'est une activité vers laquelle tu as toujours eu une certaine curiosité ou c'est vraiment plus récemment que c'est arrivé dans ta vie? Oui, tu sais, j'ai toujours eu une curiosité, mais je voyais pas ça comme étant accessible. Je voyais vraiment ça comme fallait, genre, être diseuse de bonne aventure. Mais, tu sais, tu sais, ça fait 1 an à peu près que je me suis, ou 1 an et demi, 2 ans, que, tu sais, je m'intéresse au tarot. Mais, tu sais, je suis pas une super bonne diseuse, tireuse de tarot. Tu sais, j'ai 2 jeux de cartes. Des fois, je me tire moi-même pour, comme, tu sais, à la nouvelle lune ou quand il y a un sabbat, par exemple, ou une équinoxe, un solstice, tout ça. Euh, Puis j'aime interpréter à partir de la carte, mais je ne sais pas à quel point mes facultés sont genre super aiguisées au point d'être genre la meilleure tireuse de tarot au monde, mais je pense que j'interprète bien les symboles en général pour faire une belle, genre une belle, Un beau portrait, ouais. un beau portrait là, de ce que ça peut être, de ce qui peut être tiré. Là. Est-ce que ça te tente qu'on essaye? On peut essayer. Écoute, j'ai mon tarot ici dans ma petite boîte. Justement, je me suis tirée hier soir. Donc, normalement, il faut tout le temps, le plus possible, de purifier le jeu. Donc, je vais prendre un bâton fumigène ici, juste pour dire qu'on va juste nettoyer l'énergie des cartes parce que c'est peut-être encore l'énergie d'hier. Mais tu sais, tout ça, c'est psychologique. Je pense que les intentions qu'on donne, et c'est pas à partir de comme un bâton de sauge. Si vous n'avez pas de sauge avec vous, là, essayez juste de penser que votre paquet de cartes repart de zéro en ce moment, puis que c'est un nouveau cycle qui commence parce que vous allez faire une nouvelle pige. C'est ça qui est beau, je trouve, dans ce type de spiritualité-là. Il n'y a pas de carcan. On peut vraiment faire ce qu'on veut, puis il n'y a personne qui va nous juger. Ben oui, il y a des gens qui jugent. Là, le tarot, ça ne sert à rien, mais je trouve que c'est une belle façon de starter des conversations. Par contre, quand on tire au tarot, il faut toujours avoir une question en tête. Si on tire au hasard, il n'y a rien qui va vraiment euh, émerger de significatif. Donc, si, mettons, je te tire toi, Rosalie, au tarot, est-ce que tu as une question en tête à poser pour voir quelle serait la réponse avec la carte qu'on va piger? J'en ai une en tête. Est-ce que je la dis à voix haute ou... Ouais, idéalement, parce que sinon, je ne pourrais pas interpréter. OK. Est-ce que le podcast va connaître du succès? Oh, intéressant. Donc, alors, est-ce que le podcast va connaître du succès? Là, c'est moi qui vais devoir piger ta carte, évidemment, parce que on est à quelques kilomètres de distance quand même. Oui, ça se peut que le fait que c'est en ligne altère un peu les énergies. Tout ça. Mais gars, je vais essayer de penser à ça pour toi. Puis ici, je vais me dire, OK,
Il y a cette carte-là qui m'émerge quand je te regarde. Donc, intéressant. C'est la grande prêtresse ici. C'est drôle parce que ça, c'est la carte qui est associée à ma date de naissance. Tu peux additionner tous les chiffres de ta date de naissance puis voir ça donne quel chiffre. Ça va être comme associé à une carte de ta date. C'est vraiment lié à la créativité, la grande prêtresse. Je vais aller lire dans mon petit grimoire plus de détails parce que je ne me tire pas assez souvent pour connaître tout par cœur. Mais c'est une de mes cartes préférées, évidemment. C'est drôle que je ne l'ai jamais pigée par hasard encore. La tour, le jugement, nanana. Ici, on a l'empereur, le grand prêtre, High Prioress. Donc, oui, c'est lié à la femme, l'intuition, la sagesse, la patience. Et c'est un signe qu'il ne faut pas intervenir quand les ne vont pas comme on veut. Il faut laisser aller les choses. Donc, ça peut être une sorcière. Donc, dans le fond, je pense que ce que ça dit, c'est si jamais le podcast dans les prochains mois ne prend pas la direction que tu veux, essaie pas de le réfréner ou de le rediriger. Va vraiment avec le flow. Laisse-le aller où ça va, puis peut-être que ça va prendre une direction qui va t'étonner. En fait, la grande prêtresse, ça peut être aussi quelqu'un qui manipule, mais quand elle manipule, il y a des choses qui peuvent un peu émerger qui ne seraient pas supposées arriver. Donc, c'est de te laisser aller, puis de laisser Faire aller confiance à la vie. Exactement. Donc, c'est ce que la carte ici te dit. C'est intéressant. C'est ça, le tarot ne dit pas l'avenir, mais donne des pistes de genre, s'il arrive telle affaire, c'est ça qu'il faut faire, il ne faut pas trop en faire, ou faut en faire, il faut intervenir. C'est vraiment des outils plus qu'une façon de connaître l'avenir. Donc, j'espère que ça a un petit peu traversé la barrière numérique, là, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui résonne en toi présentement. En ce moment, on est au 8e épisode, si je me trompe pas. Donc, je vais voir le cours des choses, mais j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir si ça va être véridique. C'est sûr que je fais habituellement confiance à la vie. Je laisse ça dans l'univers, mais c'est intéressant de voir que ça ressort comme ça, là. Ouais. Moi, je pense que ça peut vraiment te parler. Puis, quand on commence un nouveau projet, on est toujours stressé de voir c'est quoi la tangente que ça va prendre. Mais si on dit de vraiment laisser aller ton intuition puis de laisser le podcast avoir la vie que lui veut et de ne pas toi manipuler sa tangente, peut-être que c'est ça qu'il faut faire. C'est super intéressant. Écoute, je pense que ça conclut bien notre discussion. Pour la suite, où est-ce qu'on peut te suivre? C'est quoi les prochains projets qui t'attendent? On peut me suivre sur Instagram Bravo Mode et Bravo Baramba Mode et sur YouTube Bravo Mode, Bravo Espace Mode. C'est principalement là où je me trouve, puis c'est là aussi où j'annonce les prochains projets qui s'en viennent, les prochaines participations qui s'en viennent. Là. Donc, il faut me suivre là-dessus là, pour vraiment connaître ce qui s'en vient. Super, merci d'être venu au podcast. C'était vraiment une belle discussion. C'est la première fois que je me fais tirer au tarot, donc j'ai hâte de voir si c'est un semi-tirage de tarot, on s'entend, là, mais écoute, tant mieux si c'est ta première expérience, là, c'est assez simple. Oui, exactement. Pour tout le monde qui écoute en ce moment, n'oubliez pas de laisser un rating au podcast, de laisser un j'aime, de vous abonner au compte Instagram Jason Ambition Podcast ou mon compte personnel rosalie.boyer1. Des fois, je révèle certaines exclusivités par rapport au projet là-dessus. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode du Jason Ambition Podcast. Ciao!